prends la parole en ce lieu. En mémoire de Michel Fleury, nous avions préparé longuement avec M. Antoine Elgrave cette journée, et c'est évidemment avec tristesse que nous l'avons conduit à sa dernière demeure mercredi dernier en cette église même. Je voudrais vous montrer Michel Fleury tel qu'il était dans le Perche, c'est-à-dire le plus souvent détendu, loin de ses soucis parisiens, mais non pas loin de ses travaux, car nous le voyions à Loisé, toujours à sa table de travail, occupé du matin au soir à rédiger beaucoup de travaux qu'il nous a livrés tout au long de sa vie. Michel Fleury a découvert le Perche un jour qu'il allait voir ses amis de Bidour qui habitaient près d'Ernée en Mayenne, et il a traversé Mortagne au milieu des embouteillages, puis découvrit ensuite le paysage et en fut particulièrement enchanté. Et lorsqu'il arriva chez ses amis, il s'ouvrit de cette découverte. Il ne connaissait pas bien les campagnes de l'Ouest, et aussitôt M. de Bidour-Père lui dit: oh, mais j'ai un ami à Mortagne qui est maître farce, notaire à Mortagne. Ce nom de maître farce, évidemment, Michel Fleury adorait comme ça les clins d'œil, lui plut beaucoup, et il décida de prendre rendez-vous avec maître farce, qui était d'ailleurs un personnage qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être connu, fort sympathique et avenant. Et il dit aussitôt, après que Michel Fleury lui dit qu'il songeait à acquérir une propriété de campagne pour venir y travailler et s'y reposer, il dit: je crois que j'ai ce qu'il vous faut, un ancien manoir que possède une vieille dame et qui veut s'en débarrasser. Et il lui fit ainsi visiter le manoir de Loisé. Michel Fleury fut aussitôt emballé. Il était un peu étonné par cette façade rose de ce que l'on appelait alors la Villa Catina, mais fut charmé par la vieille allée de tilleuls qui conduisait jusqu'à la Chypre. Et aussitôt, son épouse ayant donné son acquiescement, il décida qu'il allait acquérir cette propriété et y consacrer un certain nombre de travaux, car il y a bien longtemps que la Villa Catina n'avait vu aucun travaux et aucune modernisation. Il s'y installa, il fit faire les toitures, il fit décorer les salons, et notamment il fit faire par un ami italien, Emilio Barretta, artiste connu et reconnu, une fresque. Et je fis la connaissance de Michel Fleury à la rentrée 1967, ayant appris qu'il y avait un chartiste qui était originaire du Perche. Il vint me trouver à la bibliothèque de l'école des Chartes. Cette bibliothèque est un sanctuaire tout à fait silencieux, et je fus très étonné d'être abordé par un personnage de bonne corpulence et qui me dit: mon cher frère, j'habite maintenant le Perche et on me dit que vous êtes de ce pays. Alors j'espère que vous allez venir me voir dans ma nouvelle propriété de Loisé. Alors il était peu commun de se faire interpeller en haute voix dans cette bibliothèque. Je fus assez vite conquis par le personnage. Évidemment, je lui fis connaître mes sujets d'études. Je préparais alors ma thèse et je l'ai entraîné l'été suivant à visiter les mottes, les manoirs, les châteaux dont je parlais de ma thèse sur les défenses militaires du Perche. Et en échange, bien entendu, aimant beaucoup les rapports avec les personnes qu'il connaissait, il m'entraîna sur les fouilles du Luxembourg, où je rencontrais d'ailleurs pour la première fois mon ami Georges Poisson sur ces fouilles, je m'en souviens fort bien, et ensuite sur les fouilles du Val-de-Grâce, avec Pierre Nicole, etc. Et bientôt, nous devînmes de très bons amis, nous téléphonant presque tous les jours et ayant beaucoup d'échanges intellectuels sur la... Et alors, Michel Fleury, évidemment, dès le début, s'intéressait à ce qui se passait autour de lui dans le Perche. Et notamment, il n'a pas attendu pour être un défenseur du patrimoine et m'interroger à tout bout de champ. En 1962, il me poussa à accepter la présidence des Amis du Perche. Je me trouvais bien jeune pour succéder à M. Georges Massiot. Il me dit: si, il faut continuer les cahiers Percherons, il ne faut pas laisser tomber ça, continuer.
Et puis ensuite, dans l'année suivante, j'acceptais la direction des services d'archives de l'ordre. Alors là, il fut évidemment tout à fait enchanté de me voir sur place. À cette époque-là, je me souviens qu'il était fort question de démolir le château de Révéry. Et c'était un beau château classique, malheureusement, dans un état de vétusté avancé. Et il avait le malheur d'appartenir à 3 ou 4 propriétaires différents. Si bien que quand 2 étaient d'accord pour vendre, le 3e ne l'était plus, et personne ne réussit à faire l'acquisition de ce beau château qui fut presque complètement rasé, et ce que Michel déplora beaucoup. Alors je l'entraînais notamment à Lavore, qui était en non moins mauvais état, et là nous eûmes la chance de trouver le professeur Couvler, qui fit l'acquisition de cette maison, et qui promptement, avec un architecte d'ailleurs que Michel Fleury avait conseillé, remit Lavore en état, tel que nous voyons aujourd'hui l'un des, sinon le plus beau, des manoirs du Perche. Mais tout ne fut pas toujours aussi rose. Je voudrais parler notamment de certaines destructions, comme la destruction de la grosse tour du manoir de Saint-Quentin à Berguy, qui était la plus grosse tour du Perche, une tour de plus de 10 mètres de diamètre, absolument imposante. Mais là, le propriétaire avait décidé de la mettre par terre, et quoi que nous fîmes, nous ne réussissons pas à l'empêcher de le faire. En revanche, pour la Fresnaye à Saint-Germain-de-la-Coudre, alors j'entraînais Michel pour tenter de trouver une explication à un manoir absolument inexplicable, et d'ailleurs il fait encore l'objet de nombreuses polémiques de savoir comment il a été construit, à quelle époque, etc. Monsieur Carr nous a entretenu récemment dans les cahiers Percheron de tous les problèmes posés par cette construction, plus que bizarre, vraiment extraordinaire, où tout est empilé l'un sur l'autre, etc. Michel donc était très heureux, et là nous avons appris avec plaisir que le propriétaire consentait à ce qu'il puisse détacher des terres agricoles où le manoir était enserré une parcelle qui a permis cette restauration du manoir, qui a été poursuivie par 2 propriétaires successifs, M. Sutter et M. Carr, tous deux évidemment très appréciés de Michel Fleury, voyant cette maison remise d'après. Alors voilà par exemple des actions de sauvegarde menées par Michel ou encouragées par lui. Alors l'un de ses soucis permanents, comme l'a dit ce matin notre ami Jean-Claude Lenoir, c'était la ville de Mortagne elle-même. À l'époque, le maire, M. Alcide Dedier, voulait surtout moderniser la ville et envisager toutes sortes de travaux, et notamment en 1967, je crois, la prison ayant été désaffectée, il fut question de raser complètement l'emplacement de cette prison en plein centre-ville et d'y établir un marché aux cochons, car il était inadmissible de laisser à l'Aigle le monopole du marché aux cochons. Il fallait faire à Mortagne un marché aux cochons en centre-ville. C'était évidemment essentiel. Alors aussitôt, évidemment, Michel Fleury condamnait cette idée, cette initiative, et ayant astucieusement, il invitait de temps en temps Alcide à déjeuner ou aller se joindre à lui au café du théâtre vers midi-moins-le-quart pour écouter Alcide nous renseigner sur ses projets de modernisation. Et après avoir fait le tour de l'ancienne prison, nous réussissons à convaincre M. Dedier que la tour était quand même une tour des mortifications de Mortagne au XIVe siècle, que la prison elle-même était un ancien logis seigneurial de la famille Pétina, et qu'il fallait sauver ça. Alors, finalement, le maire finit par l'admettre, les murs tombèrent, mais Dieu merci, la maison des jeunes que vous connaissez demeura et fut réaménagée en conservant soigneusement ses vestiges. Alors Michel Fleury eut voulu conserver également une porte monumentale qui se trouvait devant la prison,
et qui ressemblait à une espèce de portail égyptien, pour la bonne raison qu'il y avait des colonnes engagées dans le sol sans aucun socle, selon ce que l'on rencontre à Karnak ou à Luxor. Et Michel voulait absolument sauver ce portail en disant « Vous enlevez les portes, vous ouvrez les chaînes de chaque côté et vous verrez, ça vous fera un arc de triomphe magnifique. » Mais le maire ne voulut rien entendre et un beau jour, le portail tomba. Et à côté d'ailleurs, à côté de la place du tribunal, il y avait un autre emplacement. Un propriétaire avait rasé complètement le parc de la maison de Toussaint et il était question carrément d'y installer le centre des impôts. A décidé Alcide de mettre l'immeuble à Saint-Langille, parce que la honte c'était de laisser d'envoyer les impôts à Saint-Langille et non pas dans Mortagne. Et néanmoins, le parking, bon, qui n'est pas évidemment la meilleure, peut-être fut jugé comme la moins mauvaise des solutions, et d'autant que Alcide généreusement nous dit « mais j'y mettrai des balustres Louis XIV tout autour ». C'est ce qu'il fait même en discutant avec Robert Tanet sur la mise en valeur de la ville. Michel Fleury eut l'idée de créer un organisme particulier qui ne se spécialiserait, parce que évidemment les Amis du Perche à l'époque agissaient sur les 4 départements et nous avions évidemment pas de spécialisation sur l'habitat. Nous découvrions presque cette fonction. Monsieur Massiot était très sensible à la sauvegarde des sites, mais on ne savait pas encore agir vraiment sur les causes des dégradations et pour se mettre en état d'y faire face. Et Michel Fleury, qui était pédagogue, nous dit mais il faut avant tout renseigner les personnes sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et c'est ainsi que naquit l'idée de l'Institut Percheron pour l'habitat rural et urbain, qu'il présida lui-même, qui fut présidé également par Robert Tanet, et qui aboutit à une plaquette que le ministère d'Orlando auquel j'appartenais a bien voulu subventionner, et cette plaquette fut très largement diffusée. Elle eut une influence certaine.